Un soir de la fin mars 2022, un automobiliste emprunte la route provinciale 5 entre Palline di Borno et Dezzo di Scalve, dans la province de Brescia, une région de Lombardie située au nord de l'Italie. Au bord d'une zone de montagne, il repère plusieurs sacs poubelles noirs gisant en contrebas d'une petite aire de stationnement. Cette découverte attire aussitôt son attention car les sacs, disséminés dans la pente, semblent plus lourds et plus volumineux que de simples détritus. Intrigué, il décide de prévenir les carabiniers, qui constituent l'une des forces de police italiennes. Rapidement, une patrouille arrive sur place, sécurise la zone et constate qu'il ne s'agit pas d'un dépôt illégal d'ordures. Les sacs contiennent en réalité des restes humains, et plus précisément, un corps féminin découpé en 18 fragments distincts. Les militaires prennent aussitôt des mesures pour protéger la scène, car l'état de la dépouille et la manière dont elle est répartie dans plusieurs sacs indiquent clairement un transport planifié et non un abandon improvisé. Les enquêteurs examinent la configuration du site, notent la présence d'un talus assez raide et d'une végétation qui pourrait camoufler les sacs pendant un certain temps. Ils prennent de multiples photographies, relèvent des traces éventuelles de pas ou de pneus et entament un premier tour d'inspection de la route adjacente pour voir si d'autres indices ont été laissés par l'auteur de ce dépôt macabre. En laboratoire, les premiers examens médico-légaux révèlent un détail significatif. Les différentes parties du corps affichent des signes de congélation ou de décongélation. Une partie de la chair est encore partiellement gelée, tandis que d'autres morceaux montrent de légères altérations dues à la transition entre le froid et la température ambiante. Pour les experts, cela indique que la victime n'a pas été abandonnée là immédiatement après sa mort. L'hypothèse se forme selon laquelle il y aurait eu une période de stockage au froid, possiblement dans un équipement spécifique comme un congélateur. Cette constatation oriente déjà l'enquête vers une mise en scène plus complexe. Les carabiniers pensent que l'acte résulte d'une démarche calculée, où l'auteur a cherché à dissimuler le corps dans un endroit montagneux peu fréquenté, tout en retardant l'identification grâce à la découpe et à l'élimination de toute partie reconnaissable, comme le visage, absent des sacs. Pourtant, malgré l'absence de traits faciaux, les autorités disposent d'un atout majeur pour l'identification. Plusieurs fragments de peau portent des tatouages, prêts à livrer des indices cruciaux. Du fait de ces tatouages, colorés ou particuliers, les enquêteurs décident immédiatement de diffuser des descriptions précises dans les médias locaux et nationaux. La presse italienne relaie ces informations, appelle d'éventuels proches de personnes disparues à se manifester et invite le public à contacter les forces de l'ordre s'il reconnaît l'un de ces motifs corporels. Comme la victime est manifestement adulte, la recherche ne se concentrera pas sur un fichier génétique d'enfants portés disparus, mais plutôt sur une base de données de disparitions récentes ou sur des déclarations d'inquiétude émises au cours des mois précédents. En même temps, la compagnie de Breno, qui est un secteur de commandement des carabiniers au sein de la province de Brescia, met au point un protocole d'enquête très structuré. Les véhicules ayant circulé sur la provinciale 5 dans la période qui précède la découverte sont recensés autant que possible et l'équipe démarre un travail de recueil d'images auprès des caméras de vidéosurveillance présentes dans la zone. Les enquêteurs s'appuient sur les captations d'éventuelles caméras municipales, de commerce ou de résidences privées qui peuvent avoir filmé un passage suspect, un chargement de sacs ou la présence inhabituelle d'une voiture dans ce secteur abrupt, peu fréquenté en dehors des heures de fort trafic. Au fil des heures, la rumeur circule qu'il s'agit potentiellement d'une affaire criminelle particulièrement brutale. Dans les villages alentours, la nouvelle se propage vite et certains habitants craignent qu'un tueur rôde dans la région. Toutefois, la police rappelle qu'il n'existe pour l'instant aucun élément indiquant un lien avec un meurtrier en série, ni d'autres victimes signalées. Les carabiniers insistent sur un point essentiel, la précision dans le mode opératoire, le recours à la congélation, puis ce choix d'abandonner le corps à plusieurs dizaines de kilomètres d'une grande ville. Cela suggère qu'il s'agit d'un individu ayant réfléchi à comment se débarrasser des restes sans laisser de traces évidentes derrière lui. Les tatouages demeurent l'indice principal, car toute autre caractéristique physique est difficile à analyser. Les enquêteurs ne disposent pas du visage, ni d'empreintes digitales complètes. Cette situation accroît la pression pour entrer en contact avec des proches de personnes correspondantes à la description fournie. Parallèlement, les équipes multiplient les analyses de chaque fragment de peau, de chaque sac,
et recherche des fibres ou des résidus qui pourraient provenir d'un logement, d'un véhicule ou d'un conteneur frigorifique. Le rôle croissant des médias se fait sentir dans les jours qui suivent la découverte. Les journaux télévisés italiens et certains sites d'information étrangers évoquent la nouvelle et soulignent la difficulté de l'identification. Les carabiniers reçoivent alors des dizaines d'appels de citoyens qui pensent reconnaître un dessin corporel ou qui signalent la disparition d'une proche. Toutes les pistes sont évaluées. À ce stade, on ne sait pas encore si la victime est italienne ou originaire d'un autre pays. La province de Brescia accueille en effet une population variée, mais elle est aussi un point de passage de touristes et de travailleurs venant d'autres régions ou de l'étranger. Les enquêteurs maintiennent la plus grande discrétion sur l'avancée de leurs analyses balistiques, biologiques et numériques, tout en rassurant qu'ils travaillent sans relâche pour mettre un nom sur ces restes. Après une courte période d'incertitude, le travail de recoupement commence à porter ses fruits. Plusieurs indices confirment que la victime est une jeune femme portée manquante dans une autre localité de Lombardie. Les carabiniers, désormais convaincus de son identité, concentrent leurs efforts sur le dernier cercle de relation de celle-ci. Ils obtiennent la confirmation d'une adresse dans le Milanese et découvrent un voisin qui se montre étonnamment coopératif auprès de la police, tout en semblant à la fois nerveux et soucieux de donner sa propre version de l'histoire. Il s'agit d'un employé de banque à Milan, dont le nom ne tarde pas à parvenir jusqu'aux médias. Pourtant, au départ, personne n'imagine qu'il pourrait être impliqué, même si certains éléments de l'enquête indiquent un lien régulier entre lui et la victime. Peu à peu, cependant, la piste se précise, et ces déclarations ne coïncident pas totalement avec les relevés téléphoniques et les témoignages recueillis dans le voisinage. Plusieurs sources au sein de l'enquête laissent entendre que le voisin finit par avouer son rôle dans le décès de la jeune femme, avant de détailler la façon dont il l'a démembrée et transportée. La police n'en révèle pas immédiatement les raisons, ni la manière exacte dont s'est déroulée la scène fatale, car l'enquête exige un travail méthodique pour vérifier ses propos et déterminer l'existence d'une éventuelle planification. Aux yeux du public, l'identité de la victime semble désormais établie, et le voisin se présente comme l'unique suspect. Pourtant, personne ne sait encore pourquoi ce geste a été commis, ni quelles tensions ou motivations ont pu mener à une telle extrémité. L'affaire prend donc un tournant radical. D'une énigme de brefs détails anatomiques, on passe à un dossier beaucoup plus complexe, où les enquêteurs comptent exposer la chronologie précise et le mobile profond. Tandis que la population commence à associer ce visage inconnu à une tragédie humaine, les médias s'interrogent sur les dessous de cette relation entre la victime et ce suspect venu de Milan. La suite de l'histoire promet de nouvelles révélations, car les motivations, les circonstances exactes du meurtre et les véritables raisons qui ont poussé cet homme à commettre l'irréparable restent à éclaircir. Carole Maltesi vient au monde en 1996 à Sesto Calende, dans la province de Varese, au nord de l'Italie. Sa double origine italo-néerlandaise suscite rapidement la curiosité de ceux qui la rencontrent, car elle parle deux langues et manifeste dès son plus jeune âge une facilité d'adaptation dans un environnement multiculturel. Sa famille vit dans cette zone où le lac Majeur et les paysages de Lombardie offrent une toile de fond paisible. Elle passe son enfance entre les rives de ce lac et quelques séjours aux Pays-Bas, où une partie de sa famille réside. En grandissant, elle développe un caractère affirmé et indépendant. Elle envisage déjà plusieurs pistes pour sa vie future, cherchant un métier qui lui permette de gagner rapidement son autonomie. À l'adolescence, elle accorde beaucoup d'importance à sa liberté et se sent parfois à l'étroit dans sa petite ville. À l'âge d'une vingtaine d'années, elle devient mère d'un petit garçon né en 2016. Cet enfant, qui vit principalement avec son père, change la perspective de Carole sur la stabilité et la gestion de son temps. Malgré les difficultés, elle souhaite assumer pleinement son rôle de mère, tout en poursuivant ses projets personnels. Lorsque sa relation de couple se termine, elle se retrouve sans véritable soutien conjugal et doit trouver un équilibre pour concilier la garde de son fils, ses propres aspirations et son besoin d'indépendance. Cette quête de stabilité l'incite à déménager plus près de Milan. Elle opte pour Rescaldina, une commune qui se situe dans la périphérie milanaise. Depuis ce point géographique, elle peut plus facilement se déplacer dans la région, multiplier les opportunités professionnelles et rendre visite à son fils. Au cours de la pandémie de Covid-19, Carole se retrouve confrontée, comme beaucoup de personnes, à des incertitudes financières. Les possibilités d'emploi se raréfient
et elle entend parler de la plateforme OnlyFans, qui permet de vendre des contenus pour adultes directement à des abonnés. Elle y voit un moyen rapide de gagner de l'argent tout en restant libre de son emploi du temps et de ses choix. Peu à peu, elle s'investit dans ce milieu et choisit un pseudonyme, Charlotte NJ, pour préserver sa vie privée. En parallèle, elle saisit des opportunités dans la production de films pour adultes. Cette démarche lui ouvre un univers qu'elle aborde avec un certain pragmatisme, considérant qu'il s'agit pour elle d'une façon de gagner mieux sa vie qu'avec un emploi à temps partiel ou un contrat précaire. Carole est consciente du risque de stigmatisation lié à une telle activité, mais elle explique à ses proches qu'elle y voit surtout un moyen d'atteindre une indépendance économique qui lui fait défaut depuis quelque temps. À Rescaldina, elle loue un appartement dans un immeuble où vit également Davide Fontana, un homme qui, de prime abord, paraît discret. Il est employé de banque à Milan et se passionne pour la cuisine, au point de tenir un blog culinaire en ligne. Au départ, Carole et lui ne sont que de simples voisins qui se saluent poliment lorsque leurs chemins se croisent dans le hall ou aux abords de l'immeuble. Très vite, la conversation s'établit sur des sujets variés, et Davide se montre curieux de la vie de Carole, de ses projets et de son activité sur OnlyFans. De fil en aiguille, il propose de lui rendre service, par exemple en la filmant ou en l'aidant à améliorer la qualité de ses contenus vidéo. Cette entraide amicale se transforme en collaboration régulière. Carole apparaît parfois à l'écran, tandis que Davide s'occupe de la caméra et des aspects techniques. Dans certains cas, il fait plus que cadrer ou monter les vidéos, puisqu'il accepte de participer à certaines séquences érotiques à la demande de Carole. Leur partenariat, bien que peu conventionnel pour un voisinage classique, reste dans un cadre consenti et semble apporter à Carole un soutien logistique pour son activité. Au fil du temps, les liens entre Carole et Davide commencent à aller au-delà d'une simple proximité professionnelle. Les échanges se font plus personnels et plusieurs décisions de justice, postérieures aux faits, mentionneront clairement qu'il éprouve des sentiments amoureux convaincus à son égard. Carole, de son côté, affiche une liberté de choix dans ses relations intimes et son mode de vie qui tranche avec les attentes de certains observateurs plus traditionnels. Elle assume cette image de jeune femme indépendante, assumant son corps devant la caméra comme dans la vie quotidienne. De son propre aveu, elle ne compte pas forcément rester à Rescaldina très longtemps, car son objectif de voir plus souvent son fils reste prioritaire. En discutant avec ses amis et sa famille, Carole fait part d'un projet concret, s'installer dans la région de Vérone. Cette ville se trouve à une distance raisonnable de l'endroit où son fils est établi avec son père, et elle rêve de faire de plus fréquentes allées et venues pour jouer pleinement son rôle de mère. Elle espère aussi y trouver un meilleur équilibre entre son activité en ligne et le temps qu'elle souhaite consacrer à son enfant. D'après les éléments ultérieurs de l'enquête, elle paraît de plus en plus décidée à franchir ce cap et à quitter la banlieue milanaise pour une vie plus simple, dans une zone qu'elle juge plus agréable pour son fils et elle-même. Plusieurs proches de Carole confirment qu'elle parle de ce déménagement comme d'une étape déterminante. Sa priorité semble être la stabilité de son enfant, même si elle sait qu'elle devra composer avec des jugements moraux liés à son travail dans l'industrie pour adultes. Elle assume toutefois cette trajectoire, convaincue que son rôle de mère n'est pas incompatible avec le fait d'exercer un métier qui, pour elle, demeure avant tout un choix économique et personnel. Dans ce contexte, Davide Fontana vit ses nouvelles perspectives avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Étant très attaché à Carole, il craint de la perdre si elle part s'installer ailleurs. Alors qu'il lui a déjà proposé maintes fois de l'accompagner dans ses démarches ou de rester en contact étroit, il redoute qu'elle prenne définitivement ses distances. Les éléments repris par les juges révéleront plus tard qu'il perçoit cette idée de déménagement comme un éloignement total, voire un abandon de la complicité qu'ils ont instaurée dans leur quotidien. Toutefois, au moment où Carole concrétise son projet, rien ne laisse présager un basculement dramatique. Pour beaucoup, il ne s'agit que d'une jeune femme qui souhaite renouer avec son devoir parental tout en continuant à travailler à sa manière. Du point de vue de l'entourage, Carole reste amicale, ouverte et pleine d'énergie pour ce nouveau chapitre de sa vie. Au début de l'année 2022, après un tournage réalisé à son domicile de Rescaldina, Carole cesse soudainement de donner signe de vie à son entourage. Ses proches et ses collègues s'étonnent de ne plus la croiser dans l'immeuble, ni dans les lieux qu'elle fréquente d'ordinaire.
Elle manque des rendez-vous et ne rend plus visite à sa famille, alors même qu'elle est habituellement joignable facilement. Pourtant, son téléphone continue de diffuser des messages. Sur WhatsApp et par SMS, on reçoit régulièrement des nouvelles qui la décrivent comme en voyage à l'étranger, évoquant un déplacement à Dubaï pour satisfaire des obligations professionnelles. Les loyers de son appartement sont toujours réglés dans les temps, ce qui contribue à entretenir l'apparence d'une vie active et mobile. Néanmoins, quelques détails finissent par inquiéter ceux qui tentent de la joindre. Ils obtiennent uniquement des réponses écrites, jamais d'appels vocaux ni de visioconférences, au point que certains commencent à douter de l'authenticité de ces échanges. Personne ne donne l'alerte immédiatement, car cette absence n'est pas totale sur le plan numérique, et Carole avait déjà fait connaître son envie de se déplacer plus librement. Son entourage ignore encore que, pendant tout ce temps, elle n'apparaît plus nulle part. Dans cet intervalle, les carabiniers de Brescia diffusent à la presse la description de tatouages découverts sur un corps féminin abandonné près de Borno. C'est alors qu'un journaliste local, Andrea Tortelli, repère une étrange correspondance entre ces motifs et ceux d'une actrice de films pour adultes, connue sous le pseudonyme de Charlotte Ng. La comparaison d'images publiques permet de reconnaître une grande similarité entre les tatouages observés sur la victime et ceux qui figurent sur le corps de Carole. Il contacte aussitôt les enquêteurs et, très vite, il confirme que le corps retrouvé solidement emballé n'est autre que celui de la jeune femme disparue. Dès que l'identité est établie, l'enquête reprend depuis le quartier de Rescaldina, où Carole vivait et tournait ses contenus. Les carabiniers fouillent son logement, s'intéressent à ses relations et constatent qu'un voisin, Davide Fontana, a joué un rôle actif dans son entourage professionnel et personnel. Fontana se montre d'ailleurs très concerné, puisqu'il a lui-même signalé la disparition de Carole au poste de Rescaldina, se présentant comme un proche inquiet pour sa sécurité. Les autorités reconstituent le parcours des messages envoyés depuis le téléphone de la victime alors qu'elle n'était déjà plus en vie. Les indices démontrent que ces communications proviennent de l'environnement de Fontana, lequel semble se substituer à elle sur les réseaux et par SMS. Les enquêteurs confrontent alors ce voisin à la progression de leur découverte et le convoquent pour l'interroger, à la fin du mois de mars 2022. Placé face aux éléments qu'ils ont rassemblés, il admet finalement avoir tué Carole et s'être chargé d'éliminer son corps, tout en affirmant qu'il s'agit d'un jeu à caractère intime qui aurait mal tourné. Cette révélation bouleverse l'enquête, puisque la personnalité jusque-là endeuillée de Fontana devient celle d'un suspect central, dont la version doit être vérifiée avec la plus grande précision. Dans la soirée du 10 janvier 2022, Carole se trouve chez elle à Rescaldina, près de Milan. Elle s'apprête à participer à un enregistrement qu'elle croit commandé par un client extérieur, sans se douter que cette demande provient en réalité de son voisin, Davide Fontana, qui opère sous un profil fictif. Ce tournage prévoit des scènes inspirées du bondage, un genre auquel Carole est déjà habituée, notamment parce qu'elle produit et vend divers contenus pour adultes destinés à des plateformes en ligne. Elle se prépare donc, comme pour toute autre séance de travail, répond aux instructions qu'on lui fournit et accueille Fontana dans son appartement, persuadé qu'il n'est là qu'en tant que simple collaborateur technique. Les décisions de justice et les éléments d'enquête indiquent qu'il dissimule soigneusement ses intentions, contrôlant la mise en scène et le matériel destiné à cette vidéo prétendument réservée à un acheteur inconnu. À cet instant, Carole ne perçoit aucun danger particulier. L'ambiance demeure réglée comme lors de leurs productions habituelles. Fontana installe son équipement et indique les positions attendues, tandis que Carole se prête au scénario voulu, avec un ruban adhésif pour la bâillonner et un voile sur la tête. Les sources officielles rapportent qu'elle se trouve ainsi attachée et totalement vulnérable, croyant respecter le cahier des charges qui lui a été transmis, tout en se fiant à son voisin, avec qui elle entretient alors une relation ambiguë, à la fois amicale, professionnelle et intime. Selon les reconstitutions ultérieures, le tournage avance jusqu'au moment précis où Fontana passe à l'acte de manière brutale. Les experts mandatés par la justice observent qu'il s'empare d'un marteau et porte 13 coups successifs sur la tête de Carole avant de lui sectionner la gorge avec un couteau. Les enquêteurs concluent très vite qu'il ne s'agit pas d'un accident, mais d'une intention de la faire périr, renforcée par le fait qu'elle n'a aucune possibilité de se défendre. L'enquête révèle ensuite le comportement de Fontana juste après l'homicide. Il reste d'abord un long moment face au corps,
lui-même décrit comme paralysé par ce qu'il vient d'accomplir. Puis, selon les faits rapportés aux carabiniers, il procède à une étape de dissimulation particulièrement méthodique. Il prend le temps de nettoyer l'appartement, d'éliminer les traces les plus visibles et de regrouper ce qui pourrait alerter le voisinage. Rapidement, il comprend qu'il doit faire disparaître le corps de manière plus durable. À ce stade, il choisit une méthode radicale. Il segmente la dépouille en 18 parties distinctes, tâche qui dure un laps de temps considérable, et veille à emballer chaque fragment de manière à pouvoir s'en débarrasser sans attirer immédiatement l'attention. Durant cette opération, il se rend compte que les moyens habituels ne suffisent pas et qu'il a besoin d'appareils spécifiques pour conserver les restes. Il passe à leur commande, via une plateforme de vente en ligne, d'un congélateur-coffre qu'il installe dans l'appartement de Carole. Au cours de cette phase, les enquêteurs constateront plus tard qu'il envisage aussi d'autres scénarios pour détruire ce qu'il vient de faire. Certains témoignages notent une tentative avortée de brûler une partie du corps sur un barbecue, idée qu'il finit par abandonner en raison de l'ampleur de la tâche. Finalement, il stocke la totalité des segments dans le congélateur fraîchement acheté, laissant passer les jours sans que personne ne remarque la disparition de la jeune femme. De l'extérieur, Carole semble simplement moins disponible, mais plusieurs personnes reçoivent encore des messages censés provenir d'elle. Fontana se sert en effet du téléphone de la victime pour répondre à divers contacts, familles ou amis rodés à ce style de communication, et maintient l'illusion qu'elle poursuit son activité de créatrice de contenu et qu'elle se déplace régulièrement hors d'Italie, notamment à Dubaï. Il règle aussi ses loyers à sa place, supprime toute possibilité de contact vocal, direct et se contente d'échanges textuels, ce qui, sur une période d'un peu plus de 2 mois, évite de déclencher des soupçons urgents. Pendant environ 69 jours, Fontana manipule ainsi la présence numérique de Carole. Les juges relèvent qu'il parvient à donner l'illusion de sa survie grâce à cette mise en scène, alimentant la confusion chez ceux qui la connaissent et souhaitent la voir ou lui parler directement. En parallèle, il prépare le logisticiel déplacement du corps. Le point crucial survient quand il décide de passer à l'acte et de s'en débarrasser loin de Rescaldina. Selon les traces de géolocalisation et diverses caméras de surveillance, Fontana charge un à un les sacs qui contiennent les fragments congelés dans le coffre de son véhicule. Puis il quitte la zone urbaine en direction d'un secteur de montagne de la province de Brescia, plus précisément près de Borno. Il cherche un endroit escarpé et isolé, probablement dans l'idée que les sacs resteront dissimulés ou ne seront découverts qu'après un long délai. Il descend de la voiture non loin d'un petit parking en bord de route, choisit une contrepente à l'abri des regards et jette la totalité des sacs noirs avec l'espoir qu'ils se confondent dans l'environnement accidenté. Il repart ensuite en pensant avoir effacé toute preuve matérielle reliant Carole à lui. Pourtant, plusieurs semaines après, un passant remarque la présence suspecte de ces sacs et alerte les carabiniers. Cet homme n'aime pas laisser traîner des détritus dans un espace naturel, alors il se demande si ces sacs pourraient contenir des ordures ou quelque chose de dangereux. En se rapprochant, il prend conscience que la forme et le poids de certains emballages lui semblent bien trop inhabituels pour de simples déchets. Les forces de l'ordre se déplacent et découvrent que ce sont des restes humains. L'affaire bascule immédiatement dans une enquête criminelle à grande échelle, car tout indique un acte planifié plutôt qu'un abandon improvisé. L'analyse montre qu'il ne s'agit pas là d'une disparition de quelques jours, mais d'un stockage prolongé et d'une mise en scène profonde impliquant un matériel de congélation. Interrogé sur ses motivations, Fontana déclare s'être senti abandonné ou manipulé par Carole. Il formule l'idée qu'il n'acceptait pas qu'elle se projette ailleurs, notamment dans un autre secteur d'Italie pour se rapprocher de son fils, et qu'il se sentait rejeté. Les juges insistent sur le fait que l'hypothèse d'un simple accident paraît infirmée par la minutie du plan, la fausse commande de tournage, l'achat du congélateur et la longue période de simulation destinée à maintenir l'illusion qu'elle était encore en vie. Les analystes estiment que cette violence résulte d'un sentiment de possession et d'une volonté de priver Carole de la liberté dont elle bénéficiait pour gérer sa vie à sa façon. L'enquête réunit finalement toutes ces pièces pour démontrer une mise en scène concertée, depuis l'apparente commande de vidéo jusqu'au transport du corps dans la zone de Borno,
en passant par la période de dissimulation numérique de 69 jours. Lorsque Fontana reconnaît les faits devant les carabiniers et explique sa version, il admet qu'il cherchait aussi à se protéger légalement en faisant croire que Carole continuait son activité ailleurs. Ainsi s'achève la chronologie glaçante de cette nuit de janvier et des multiples manœuvres qui ont suivi, révélées peu à peu par les investigations policières et par les aveux de l'intéressé. Le 12 juin 2023, le premier procès s'achève devant la cour d'assises de Busto-Arsizio. Les magistrats rendent leur décision et condamnent Davide Fontana à 30 ans de réclusion pour homicide volontaire, destruction et dissimulation de cadavres. Les juges examinent alors l'ensemble des éléments à charge, en tenant compte de la façon dont il a agi et des circonstances qui entourent l'affaire. Cependant, ils rejettent les circonstances aggravantes de préméditation, de cruauté et de motifs considérés comme particulièrement abjects ou futiles. Cette position signifie qu'ils reconnaissent sa pleine responsabilité dans la mort de Carole, mais ils estiment qu'il n'y a pas suffisamment d'indices pour qualifier son geste d'acte prémédité ou empreint d'un caractère de cruauté hors norme. À l'annonce de ce verdict, les proches de Carole réagissent avec indignation. Son père, Fabio Maltesi, sa tante Anna et l'ancien compagnon de la jeune femme s'expriment auprès des médias locaux et nationaux en soulignant leur incompréhension face à l'absence d'ergastole, la peine de prison à perpétuité prévue par le droit italien pour les meurtres jugés plus graves. Ils pointent le fait que l'accusé ait conservé le corps de Carole pendant une longue période, donné l'impression qu'elle était encore vivante et entretenu de multiples mensonges. Pour la famille, cet ensemble d'éléments constitue une forme de brutalité qui aurait dû mener à une sanction plus lourde. À ce moment, le dossier part en appel et parvient devant la cour d'assises d'appel de Milan en février 2024. L'enjeu principal du second jugement consiste à apprécier la gravité des éléments réunis contre Davide Fontana et à trancher sur la question des circonstances aggravantes qui peuvent influer directement sur le niveau de la peine. Les 3 magistrats et les jurés en charge de ce second examen décident d'aggraver la peine, estimant que la préméditation fait finalement partie intégrante de la dynamique du crime. À l'issue de ce procès d'appel, Fontana se voit infliger la peine d'ergastolo, synonyme de réclusion à perpétuité en Italie. Son équipe de défense dépose immédiatement un recours en cassation, contestant l'interprétation qui conduit à considérer les actes comme prémédités. En septembre 2024, la Cour de cassation examine ce recours et annule partiellement l'arrêt d'appel. Elle ne remet pas en cause la culpabilité de Davide Fontana, mais ordonne un nouvel examen du degré de préméditation afin de vérifier si le crime a été planifié longtemps à l'avance ou s'il résulte d'une impulsion plus immédiate. La plus haute instance judiciaire italienne confie donc le dossier à une autre section de la Cour d'assises d'appel de Milan, avec pour mission de réévaluer la présence éventuelle de circonstances aggravantes ou atténuantes qui pourraient modifier la peine définitive. À la suite de cette instruction complémentaire, le 15 mai 2025, la nouvelle formation de la Cour d'assises d'appel confirme finalement l'ergastolo. Les magistrats retiennent alors que l'élaboration du scénario autour de Carole, le faux client, l'achat anticipé de matériel et la conservation du corps pendant un laps de temps prolongé sont des indices probants d'une organisation préalable. Dans leur conclusion, ils estiment qu'il ne s'agit pas d'un simple dérapage, mais bien d'un acte voulu et minutieusement orchestré. Cette confirmation de la perpétuité suscite une attention soutenue de la presse et du public, d'autant plus que Davide Fontana bénéficie, dans le même temps, d'une procédure de justice réparatrice. Ce dispositif, existant dans certains systèmes judiciaires, vise, en théorie, à encourager la prise de conscience et la responsabilisation de l'auteur d'un crime, souvent à travers des rencontres encadrées ou diverses formes de dialogue. La famille de Carole s'insurge contre cette possibilité, soulignant qu'elle semble incompatible avec la gravité extrême de ce qu'elle qualifie de féminicide. Cette affaire devient dès lors un nouveau point de départ pour un débat national sur les conditions d'accès à ces programmes pour les détenus condamnés pour des faits similaires. En novembre 2025, Davide Fontana, désormais quadragénaire, s'adresse à nouveau à la Cour de cassation. Il dépose un ultime recours pour tenter de renverser la qualification de préméditation qu'il juge excessive. Il espère, en gommant cet aspect, échapper à la réclusion à perpétuité et revoir sa peine réduite,
comme lors du premier procès devant la cour d'assises de Busto Arcidio. Dans l'intervalle, il demeure incarcéré sous le régime de l'ergastolo, en attente de la décision de la haute cour. En ce moment, les regards se tournent vers la suite de la procédure et vers la position que prendra la Cour de cassation sur ce dossier qui a déjà connu plusieurs rebondissements. En l'état, les juges d'appel considèrent que tous les éléments disponibles démontrent la responsabilité totale de Davide Fontana, ainsi que la préméditation qu'il chercherait à contester. Les observateurs et les proches de Carole suivent de près le dénouement attendu, conscients que chaque étape judiciaire relève de l'interprétation minutieuse des preuves et des circonstances. Pour l'instant, la sanction la plus lourde du système pénal italien reste maintenue, et l'affaire continue de mobiliser la justice, la presse et l'opinion publique autour de la question du traitement pénal des crimes dirigés contre des femmes.